Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez maintenant, dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle, tandis que les candidats battent campagne, tour d'horizon, 4 émissions de 4 thématiques en lien avec l'actualité éditoriale, où des chercheurs confrontent leur point de vue avec des observateurs ou des acteurs du secteur. Aujourd'hui, le travail en campagne avec le philosophe Bernard Stiegler et le journaliste Arthur de Grave. L'un et l'autre sont lucides sur l'avenir du travail, ce qui ne les empêche pas d'espérer. Ensemble, on va tenter de comprendre quelles sont les lignes de partage, les lignes de clivage sur ce sujet, comment il a été traité durant cette campagne et qu'en attendre. Bernard Stiegler, tout d'abord, directeur de l'Institut de recherche et d'innovation et président de l'association Ars Industrialis, après pharmacologie du Front National, après la société automatique chez Fayard et dernièrement dans la disruption, comment ne pas devenir fou. C'est votre dernier ouvrage qui est paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Arthur de Grave, membre du collectif WeShare. C'est un think tank, un accélérateur d'idées, comme on dit. Vous êtes le co-auteur de Société collaborative, la fin des hiérarchies, aux éditions Rue de l'Échiquier, un ouvrage collectif donc paru l'an passé. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci à tous les deux d'être avec nous. À mes côtés, Antoine Mercier pour vous interroger. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Bernard Stiegler, est-ce que le travail a eu pour vous, jusqu'ici, la place qu'il méritait dans la campagne ? Pas du tout. Il n'a quasiment aucune place, même si Benoît Hamon en a un petit peu parlé. En tout cas au sens où je pense qu'il faut parler du travail, mais en même temps en ratant le sujet complètement, à mon avis. Non, je pense que d'une façon générale, le travail a conduit à la question si préoccupante et majeure, la première question pour tous les Français, de savoir si nous ou nos enfants auront du travail, n'a pas été posée. Et c'est une catastrophe. Donc la question de la prospérité, de la raréfaction du travail, ou en tout cas de ces transformations, de ces évolutions, c'est ce qui a été peu abordé pour vous, parce que, pardon juste de vous interrompre tout de suite, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup entendu parler de retrait ou d'approfondissement de la loi El Khomri comme un symbole, de l'allongement ou de la baisse de la durée légale du travail, de faciliter les licenciements ou au contraire d'interdire les licenciements boursiers, de la taxation des contrats courts, de la suppression ou pas de la directive sur le travail détaché. Ça, c'est pas débattre du travail quand on parle de tout ça ? Ça, c'est les pattes de l'emploi. Et que précisément, la question, c'est que l'emploi ne peut plus être aujourd'hui la base de la redistribution dans l'économie, où on anticipe, y compris l'OCDE ou le Conseil national d'orientation de l'emploi, anticipe une baisse de 10% des emplois dans les 10 années qui viennent. Ce qui est une anticipation extrêmement optimiste d'après 10% sur 10 ans ou sur les 10 années qui viennent. Oui. Et c'est très très optimiste par rapport aux anticipations de beaucoup d'autres acteurs. Donc tout le monde sait qu'en ce moment il y a des licenciements absolument partout qui se préparent, tout le monde le sait. Discutez avec le patronat et vous verrez que c'est tout à fait effectif. Et à partir de là, une question se pose majeure, qui est que ce qui a été promu en 1933 par Keynes avec Roosevelt à la suite du développement du taylorisme, qui consistait à dire pour solvabiliser les marchés, il faut redistribuer généreusement. Qu'est-ce que ça veut dire généreusement ? Ça veut dire en protégeant l'emploi, en protégeant la formation pour l'emploi, en protégeant la vie après l'emploi, etc., etc. Eh bien, ça ne peut plus se jouer comme cela, parce que si nous avons 10% d'augmentation du chômage encore dans les 10 ans qui viennent, la France s'écroule. Elle est déjà absolument à genoux, donc, et ne parlons pas de l'Europe. Donc, à partir de là, la question n'est pas l'emploi, c'est le travail, et cette question n'a pas été posée. Il faut expliquer quand même pourquoi Benoît Hamon, avec son proposition de revenu universel, qui précisément s'appuyait sur la disparition des emplois et le fait que ça ne puisse plus être un moyen pour vivre pour tout le monde, a été très très vite taclé, évacué du débat en disant le travail, c'est par cela qu'on ne sortira pas de la nécessité d'avoir un travail. Et finalement, sa voix a été un petit peu étouffée par cette manière de penser. Ces arguments de ceux qui disent on ne s'en sortira pas sans continuer à... Qu'est-ce que vous y répondez quoi ? Je pense que le revenu universel, que je soutiens par ailleurs, mais c'est pas la réponse. C'est une réponse qui n'est absolument pas suffisante. La réponse, c'est l'économie, ce que nous appelons avec Ars Industrialis et l'Institut de recherche et innovation, l'économie contributive, qui est une économie qui revalorise le travail, et où, si vous dites à des gens qui savent qu'ils vont être licenciés, il y en a des
centaines de milliers en ce moment qui sont informés de leur licenciement prochain, voire des millions. Si vous leur dites vous aurez droit à un revenu de base, tout ça, mais ils en veulent pas. Et ils ont bien raison. C'est pas le problème, on n'est pas du tout à la hauteur. Le revenu de base, admettons qu'il monte, comme le demande Yann Moulier-Boutan, à 1 200 € par mois, ce qui est absolument pas crédible aujourd'hui. De toute façon, ne permettra pas aux gens de faire tourner l'économie, parce qu'avec 1 200 € par mois, vous crevez de faim, faut être clair. Donc la question n'est pas du tout celle-là. La question, c'est de repenser complètement le travail et d'inventer un nouveau type d'emploi. Nous appelons ça, nous, l'emploi intermittent, mais qui est un emploi qui est rémunéré comme les intermittents du spectacle et qui, lorsque vous sortez de votre emploi intermittent, eh bien, vous avez droit à 70% de l'emploi pendant un temps qui reste à déterminer, et ça doit être négocié secteur par secteur et territoire par territoire, parce que je pense que toutes ces questions ne peuvent pas être traitées dans la grande généralité nationale. C'est pour ça d'ailleurs que, avec Patrick Brauzak, nous avons lancé une expérimentation à pleine commune de 10 ans sur un territoire de 410 000 habitants, avec 9 communes de 4 couleurs politiques différentes qui ont soutenu ce programme, avec des industriels, avec des grandes administrations, mais beaucoup et surtout, je dirais, avec les associations, avec les universités du territoire, etc., pour s'attaquer à ce sujet qu'on peut pas traiter comme ça. On peut pas se renseigner 2 semaines avant les élections sur tiens, et si on faisait un revenu universel. C'est pas sérieux. Il fut un temps, à l'époque du général de Gaulle, du Parti communiste français, de la vieille alliance socialiste, etc., il y a bien longtemps, où on travaillait sur des vrais dossiers pour inventer de nouveaux modèles économiques. Aujourd'hui, il est évident qu'il faut réinventer la macroéconomie, et nous pensons que cette macroéconomie passe par une redistribution des gains de productivité qui soit rationnelle. Il faudra redistribuer les gains de productivité. Comment est-ce qu'ils vont s'opérer, ces gains de productivité? Par la réduction du temps de travail, de ce qu'on appelle le temps de travail, effectué par des robots. En réalité, il faut ces temps de travail qui sont effectuables par des robots, ce sont en fait des emplois. C'est ce qu'a très bien montré le MIT, ainsi qu'Oxford. Pourquoi est-ce que les robots peuvent remplacer toutes les personnes en question? C'est parce qu'elles sont déjà totalement prolétarisées, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent elles-mêmes déjà comme des espèces d'automates vivants. À partir de là, la question, c'est qu'est-ce qui n'est pas automatisable? Et là, il y a une question très importante, ce qui est que tout le monde sait que l'avenir de la planète est absolument menacé. Même Trump le sait. Il s'est fait élire en faisant fonctionner le processus de dénégation, parce que les gens ne veulent pas imaginer ça. Ils se disent non, il doit y avoir une issue, c'est pas possible. C'est inimaginable que la planète soit menacée. Mais c'est l'immense majorité des scientifiques qui le pensent. Et donc, à partir de là, la question de demain, c'est une économie qui lutte contre ça. Mais pas en disant on va mettre des pots catalytiques. C'est misérable, ces propositions-là. On va créer des automobiles électriques. Il faut le faire, bien entendu, je m'en réjouis. Beaucoup de constructeurs le font dans le monde, mais c'est pas ça la question. La question, c'est de valoriser ce que nous appelons une économie de la négantropie. Alors, c'est un gros mot, la négantropie, qui d'ailleurs fait débat dans le monde scientifique. Qu'est-ce que c'est que la négantropie? C'est ce qui permet de différer l'entropie. Qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est l'augmentation du désordre lié à la dissipation de l'énergie, de la pollution, etc. Et l'entropie mentale, c'est la crétinisation qui fait qu'aujourd'hui, le QI a reculé de 2, je sais pas combien % dans des études récentes, y compris et surtout chez les cadres supérieurs. Donc, à partir de là, il y a une question qui se pose, qui est comment on crée une économie qui va prendre soin de la planète. Et c'est tout à fait possible. Et là, c'est pas une question de faire du capitalisme vert, c'est de repenser l'économie en disant on redistribue de la valeur pour ceux qui produisent de la négantropie. J'aimerais bien entendre Arthur de Grave aussi sur ce sujet. Juste peut-être d'abord une précision. Quelle différence entre l'économie contributive dont nous parle et que semble défendre Bernard Stiegler et qui est expérimentée effectivement, comme vous l'évoquiez en ce moment, à pleine commune, cette idée de territoire apprenant contributif, et la société ou l'économie collaborative que vous tentez de faire émerger à partir de ce collectif WeShare notamment. Alors c'est toujours difficile de débattre sur ce genre d'étiquette, d'autant qu'effectivement nous avec WeShare aujourd'hui on a un propos plutôt critique sur ce concept d'économie collaborative. Disons que l'économie collaborative c'est un concept un petit peu fourre-tout dans lequel on a mis l'économie de plateforme, le développement du phénomène des makers, le financement participatif, enfin les nouveaux modes de consommation, de production, de financement qui sont apparus dans la traînée du numérique. Et les nouvelles pratiques en fait. Exactement, en gros les pratiques économiques entre particuliers, généralement intermédiés par Internet. Donc voilà, très grossièrement, ce qu'on appelait économie collaborative. Alors c'est pas un secteur, c'est une logique de mise à contribution qui se développe un petit peu partout dans l'économie et qui peut parfois, dans certains cas, être synonyme d'une forme d'émancipation du travail, mais qui peut être aussi le synonyme d'une prolétarisation et de nouvelles formes d'exploitation assez graves. Donc c'est un phénomène qui est ambivalent, donc il est difficile de dire l'économie collaborative fait ci, fait ça. Il y a un petit peu de tout
Mais il y a un petit peu tout qui se passe dans cette économie de plateforme. Arthur de Graaf, j'aimerais bien avoir votre point de vue aussi sur cette campagne présidentielle. Quel est votre sentiment général autour de cette élection? Est-ce qu'il y a eu des idées neuves pour vous qui ont émergé durant la campagne? Ou au contraire, est-ce que le travail reste un grand impensé, comme vient de le définir ou de le dire à l'instant Bernard Stiegler? Non, je suis assez d'accord avec Bernard Stiegler sur ce point. C'est vrai que cette question du travail, je dirais même qu'on n'a pas parlé d'emploi, on a presque continué à parler de chômage. On en a parlé par la négative. Et ça, c'est un véritable problème, effectivement. Alors, avec Hamon, déjà, en fait, je me rends compte tout de même que cette campagne, on peut s'en féliciter, ne s'est pas faite autour des thèmes de l'identité, de l'immigration, de l'islam. Déjà, effectivement, mine de rien, en creux, sans doute de façon un peu superficielle, on a parlé protection sociale, on a parlé emploi, et c'est déjà un petit peu, c'est déjà quelque chose de gagné. Après, c'est vrai que cette campagne s'est pas déroulée de façon tout à fait, elle s'est pas déroulée comme d'habitude. On a effectivement quand même beaucoup parlé emploi, oui. et dans l'emploi, il y a aussi du travail. Toujours aujourd'hui, quand même, Bernard Stiegler, la question du chômage, elle est incontournable aujourd'hui. Donc, on attendait un peu de la part des différents candidats qu'ils prennent position. Moi, j'aimerais bien comprendre avec vous quelle est est-ce qu'on arrive à reprendre un peu de hauteur et comprendre quelle est la principale ligne de clivage, parce qu'on sent qu'il y a un partage entre ceux qui veulent aujourd'hui encadrer plus le marché du travail et ceux au contraire qui veulent le libéraliser. On pourrait peut-être dire que elle est là, la ligne de partage. Il y a entre plusieurs les clivages, candidats. effectivement. Il y a un clivage clairement entre Hamon et les autres aujourd'hui, qui est lié à cette proposition de revenu universel, pour lequel il a été assez vigoureusement chargé. C'est vrai que ça a été, on l'a très vite taxé d'utopiste sur ce sujet. Bon, alors je pense que Bernard sera d'accord avec moi là-dessus. Le revenu universel, c'est une idée, en tout cas dans certains cercles, dans certains groupes de réflexion, ça fait longtemps que cette idée est dans l'air du temps. Alors c'est vrai que là, avec cette campagne, cette idée a sans doute fait son chemin du côté du grand public, et c'est déjà pas mal. Pour autant, effectivement, Hamon a été un petit peu acculé rapidement et a dû mettre en place, a dû penser une espèce de système à court terme, étape par étape, pour aller vers un revenu universel. Ce qui a donné l'impression qu'il vidait un petit peu la mesure de sa substance, et c'était sans doute en partie le cas. La difficulté, effectivement, c'était d'être capable de porter le discours, la vision de société qui devait aller avec cette mesure. Et donc, pour la rendre réaliste, la rendre acceptable, Hamon a été obligé d'en faire, de le transformer peu à peu en une simple évolution des minima sociaux. C'est un petit peu présenté comme un RSA+ aujourd'hui. Alors, je dis pas que c'est idiot en pratique de fonctionner de cette manière, mais clairement, le souffle qu'il fallait donner à la question de l'emploi, à la question du travail, au travers de ce concept de revenu universel n'a pas eu lieu. On l'a pas laissé naître. C'est un petit peu la même chose avec cette idée de taxe robot, qui est une idée intéressante, qui a été énormément caricaturée, et ça, je suis un petit peu déçu de ça. J'ai vu énormément d'articles tournés, on vous expliquait, on vous mettait, vous savez, alors ça, c'est typiquement le genre de fausses corrélations qui vont induire les esprits en erreur. On vous mettait le taux de chômage dans les pays industrialisés et le taux de robotisation dans les usines, ce qui ne veut à peu près rien dire. Donc en gros, on disait, regardez, l'Allemagne il y a beaucoup de robots dans les usines allemandes, et le chômage est bas en Allemagne, donc l'idée de Hamon est stupide. Sauf que il s'agissait pas d'une taxe désincitative, mais d'une espèce de moyen d'assurer une transition pour financer la protection sociale dans cette phase de transition, en gros, qui va voir sans doute disparaître de plus en plus d'emplois. Mais par ailleurs, on parlait pas des robots dans les usines, ça c'est déjà fait. Enfin, les robots, l'automatisation des usines a déjà largement eu lieu. Les robots dont on parle aujourd'hui sont les algorithmes, sont les intelligences artificielles, c'est ça qui menace les emplois y compris qualifiés, les emplois du tertiaire. Et donc voilà, typiquement, voilà un exemple de mesure qui aurait dû lancer un débat intéressant, et qui, parce qu'elle n'a pas été portée avec suffisamment de vigueur d'un certain côté, mais de l'autre, a été excessivement caricaturée, n'a pas laissé naître ce débat. Et du coup, l'autre ligne de clivage, elle existe avec plutôt un Mélenchon qui a un programme plus classiquement keynésien, donc qui va chercher au travers de grands plans d'investissement à recréer de l'emploi salarié en masse. Et ensuite, on a des candidats plus conservateurs qui se replient sur la moralisation du travail, qui vont parler de la valeur travail, qui vont parler de l'intérêt, quand on ne veut pas entendre qu'il y a des choses plus intéressantes à faire que travailler. Voilà, on est sur une moralisation des questions du travail, et là, effectivement, pour moi, c'est encore beaucoup moins intéressant. Donc, il y a trois lignes de clivage. Plan aussi de réindustrialisation du côté du Front National et le protectionnisme, le protectionnisme économique ou patriotisme économique, et est aussi envisagé un secrétariat d'État qui serait dédié, dans la bouche de Marine Le Pen, aux mutations économiques pour anticiper les évolutions des nouvelles formes de travail. Donc là, on voit arriver quand même cette question d'évolution du travail aussi dans la campagne à travers certaines propositions
proposition ou conception. On a entendu aussi beaucoup cette question de l'emploi revenir à travers des conflits sociaux et notamment par la voix des salariés de Whirlpool d'Amiens qui ont réussi à remettre sur le devant de la scène un tout petit peu cette question effectivement de l'emploi aujourd'hui. Bernard Stiegler, il faut quand même y apporter des réponses avant d'envisager l'avenir, de se questionner là-dessus. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'Arthur de Grave nous disait que la campagne ne s'est pas tant fait sur la question de l'identité, mais il y a un mot qui était très très présent en 2012, qu'on a un peu moins entendu durant cette campagne, c'est celui de croissance. Est-ce que ce mythe de la croissance vous semble, dans le discours politique, un peu dépassé aujourd'hui? Il semblerait que l'idée s'épuise et qu'on cherche d'autres manières de répondre à la crise que par la croissance. Plus personne ne croit à la croissance, même si M. Fillon a répété justement ce discours de la croissance en disant plein emploi, etc., parce qu'il a commencé comme ça sa campagne. Donc ça a la vie dure quand même, ce genre de fantaisie. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais quand même revenir sur la question du clivage. Où est le véritable clivage? Là, c'est très clair qu'il y a Benoît Hamon d'un côté et tous les autres de l'autre. C'est-à-dire, il y a celui qui dit l'emploi va diminuer, et les autres qui font de la dénégation. De ce point de vue-là, Hamon était très courageux. Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'a pas porté le sujet. Justement, je vais vous demander comment. On a bien compris que, selon votre thèse, les emplois vont disparaître massivement. Comment vous nous dites qu'il va y avoir nécessité donc de repenser le travail, mais qu'est-ce que nous allons faire quand ces emplois seront disparus? À quoi allons-nous travailler concrètement? Vous parlez d'économie, d'écologie, etc. Mais concrètement, comment ça peut se redéployer? Avant de vous répondre là, je réponds à votre... Ah oui, chacun son tour, Antoine. Excusez-moi. Je vous en prie. À votre question, c'est-à-dire que ce que je crois, c'est que il faut pas balayer la réindustrialisation, il faut pas balayer ces sujets-là. C'est pas du tout ce que je dis, moi. En aucun cas, et je crois pas d'ailleurs qu'il y a une solution miracle à quoi que ce soit, ni un revenu contributif, ni quoi que ce soit ne suffit. C'est une vision d'ensemble. C'est d'ailleurs ce que disait Arthur à propos de l'insuffisance du point de vue d'Hamon. Mais après, la question, c'est, j'avais publié juste après les élections. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'Ars Industrialis a fait un article dans Télérama en 2012, au mois de février, en disant que s'il ne se passe pas ça, il y aura Marine Le Pen au deuxième tour en 2017. On y est. Bon, pas ensuite, en 2000, si on y est, elle sera au les deuxième tour. C'est une évidence, vous le savez très bien. Bon. Deuxièmement, bien sûr que si. Deuxièmement, je sais que c'est pas bien de dire ça. Je me suis fait traîner dans la boue parce pourquoi vous dites ça finalement, puisqu'on en est là. On m'a même dit que je soutenais le Front National. Mais non, il faut à un moment donné être lucide. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous dites ça parce que vous le sentez comme ça? C'est une impression, c'est une déduction? Je le sens pas du tout. Je le conceptualise. J'ai publié pas mal de choses là-dessus. Et par ailleurs, dans Pharmacologie du Front National, que j'ai publié donc 6 mois après les élections, ou un an après les élections, en 2013. J'ai posé que si François Hollande ne prenait pas la mesure de la nécessité de travailler sur 2 plans à la fois. Premièrement, protéger l'emploi. Et deuxièmement, mettre en place une économie de transition et anticiper sur 10 ou 20 ans, ce qui ne rapporte jamais à court terme. Et c'est tout le problème. Et ça, c'est ce que dit Monsieur Lassalle, dont vous aviez un représentant tout à l'heure, comme tant d'autres. Et c'est vrai, évidemment. Voilà. Et c'est un immense problème. Si on ne fait pas ces 2 choses-là, alors on est dans quoi? Eh bien, dans le fait que après les élections, l'électorat de Madame Le Pen était passé de 36 ou 37% d'intention de vote, pas d'intention de vote, excusez-moi, de partage des idées de Madame Le Pen par les Français. Ça, c'était un chiffre 15 jours avant le deuxième tour des élections, à 40%, 6 mois après, à l'élection de François Hollande. À partir de là, il était évident qu'on serait dans la situation actuelle où tout le monde est très embarrassé par cette élection, parce que tout le monde, en tout cas pour ceux qui ne veulent pas que Madame Le Pen soit élue. Voilà. Parce qu'il y a une question de tactique et de stratégie, et il y a un conflit fondamental. Alors maintenant, pour revenir à votre question, la réponse, c'est qu'il faut expérimenter. D'ailleurs, nous ne sommes pas en train d'expérimenter une économie contributive en ce moment à pleine commune. Nous sommes en train de créer les conditions pour une telle expérimentation parce que nous voulons revendiquer une loi, l'exercice d'une loi, nous voulons exciper d'une loi, comme on dit, qui est dans la Constitution française et qui permet au territoire d'expérimenter hors cadre légal. Comment ça se passe alors? Alors ça se passe que nous avons donc réuni un certain nombre d'acteurs qui sont, il y en a de plus en plus d'ailleurs, qui se regroupent autour de ce programme. Nous avons recruté pour le moment 5 chercheurs, parce que l'idée est de développer sur ce territoire
avec les acteurs économiques du territoire, les associations, les habitants, les universités, etc., et avec les maisons des sciences de l'homme de Paris-Nord qui nous hébergent et qui portent ça avec nous, l'idée de créer des conditions pour mobiliser tout le territoire à travers ce qu'on appelle la recherche contributive, qui est de la recherche-action, si vous voulez, utilisant les technologies contributives, et pour faire en sorte qu'une intelligence collective se développe. C'est une façon de développer ce que j'appelle une disruption à la française. Qu'est-ce que c'est que la disruption dont je parlais dans ce bouquin? C'est le fait que la technologie va de plus en plus vite et va beaucoup plus vite que les sociétés. Et je pense que c'est pas soutenable. Et qu'il est absolument fondamental de reconstituer une vraie culture territoriale des dynamiques économiques et technologiques. Et que c'est tout à fait possible. En plus, c'est absolument vital pour l'Europe. L'Europe est aujourd'hui écosystémisée par Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui, dans le champ des technologies numériques, arrivent à exister, c'est parce qu'elles font partie de l'écosystème de Google, d'Amazon, de je ne sais quoi. Le jour, Fleur Pellerin avait découvert ça quand j'étais membre du Conseil national numérique. Le jour où Apple décide de flinguer, excusez-moi l'expression, une start-up française qui a fait une app qui marche très bien, eh bien Apple ferme le robinet. Et c'est comme ça pour tout. À partir de là, le problème est effectivement une politique industrielle. Là-dessus, le Front National et tous ceux qui défendent ça ont bien raison. Et d'ailleurs, moi je défends de mettre des frontières. C'est une absurdité de supprimer les frontières, mais pas en France. Autour d'une Europe reconstruite autour de frontières. Il est impossible d'avoir une politique sans frontières. C'est totalement impossible. Tout comme il est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il faut contrôler les entrées et les sorties. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire politique? C'est un territoire sur lequel il y a une politique différente d'un autre territoire politique. À partir de là, si vous ne contrôlez pas les entrées et les sorties de marchandises et de flux financiers, c'est tout simplement impossible. Tout le monde le sait. D'ailleurs, quand je vous parle d'une économie de la négantropie, en théorie physique, c'est toujours local. Donc, à partir de là, il faut reconstruire de la localité. Évidemment, pourquoi est-ce que Trump et Madame Le Pen marquent des points? C'est parce qu'ils posent des questions que les gens vivent, et ils les posent évidemment d'une manière totalement démagogique. Et à partir de là, il les manipule en réalité, parce qu'en plus le Front National est absolument ultralibéral, contrairement à ce que cherche à nous faire croire Madame Le Pen, et encore plus Monsieur Trump. Donc tout ça, ça c'est de la manipulation. Mais après, derrière ces questions, pourquoi les gens sont-ils manipulables? C'est parce qu'il y a de vraies questions auxquelles on ne répond pas. Et il faut y répondre. Et bien entendu qu'il faut des frontières à l'Europe, par exemple. C'est absolument impossible de gérer une politique européenne s'il n'y a pas de frontières. Il y a des frontières aux États-Unis. J'en sais quelque chose, on vient de me retirer mon visa. Il y a des frontières en Chine, il y a des frontières absolument partout. Pourquoi on vous a retiré votre visa? Parce que je dois avoir une sale gueule. Et parce que j'ai aussi la langue bien pendue, comme on disait à l'époque de Molière. Vous voulez pas nous dire? Pardon? Plus précisément. Parce qu'on m'a refusé mon visa, je devais aller enseigner à l'université de vous Brown. Avez une raison vous avez une idée de la raison? Il se trouve que j'ai fait de la prison et que donc tout à coup les services de l'immigration, depuis que Monsieur Trump est président, trouvent ça pas bien. C'était la 23e fois que je vais aller aux États-Unis, mais bon. Vous le dites quand même, ce qu'il faut réussir à expliquer aujourd'hui, alors qu'il y a crise du travail et crise de l'emploi aujourd'hui dans le temps présent, c'est comment et pourquoi il faudrait se préoccuper de l'avenir. Quels sont les enjeux qu'on devrait commencer à cerner aujourd'hui sur cette question de l'avenir du travail à l'heure du numérique et d'Internet, notamment Arthur de Grave? Écoutez, le pire en fait dans tout ça, Bernard disait tout à l'heure que les emplois allaient être massivement détruits par l'automatisation. Et je dirais que oui et non. En fait, le pire, c'est que ça va pas se faire tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'automatisation, le numérique pèse davantage sur la qualité des emplois qui restent que sur la quantité d'emplois. C'est-à-dire que, en fait, c'est très simple. Je vais même vous citer un journaliste de The Economist, qui est pas exactement un brûlot marxisant, qui expliquait, donc c'est Ryan Avent, dans un article sur son Medium récemment, qui explique qu'étant donné la structure de notre filet de protection sociale actuelle, l'automatisation tend à aggraver la pauvreté et les inégalités plutôt que le chômage lui-même. C'est-à-dire que si les gens doivent de toute façon compter sur le travail salarié comme essentiel, comme moyen principal de subsistance, si vous avez un système qui les contraint à faire ça, ils trouveront n'importe quel boulot. Alors on baissera les salaires, on leur fera la chasse quand ils seront à Pôle emploi pour pas qu'ils puissent refuser plus de 2 emplois. Mais en gros, il est bien évident que si vous ne pouvez pas vivre autrement, vous allez trouver un boulot salarié par n'importe quel moyen. Donc le problème, c'est qu'en fait, on peut parfaitement avoir un haut niveau d'automatisation dans une société, de mécanisation, de numérique, et un chômage bas. Mais à quel prix? À quel type d'emploi reste dans cette économie? Alors on va avoir des mini-travailleurs, des high-euro jobs comme en Allemagne, voire pire, et ça va se dégrader au fil du temps, parce que le stock d'emplois
salariés décroissant, il va falloir il va falloir pressurer de plus en plus les gens pour qu'ils rentrent dans ce cadre-là. Donc comment on en sort? C'est là où c'est pas automatique la suppression des emplois, ça doit être un choix de société et à mon sens c'est le seul choix raisonnable à long terme. Vous dites même que c'est un choix politique. Bien sûr, mais c'est un choix de société, c'est un choix politique. Si vous voulez, il y a des, alors là je vais pas me faire des copains du côté du MEDEF, mais il y a cette idée que si on flexibilise le marché du travail, si on baisse les salaires, si on fait en sorte que le travail soit moins cher, l'innovation va décoller, l'activité va s'envoler. On sait bien que c'est faux aujourd'hui. On sait même qu'en fait, d'une certaine façon, c'est l'inverse. La hausse des coûts du travail, historiquement, ça a toujours été un aiguillon pour les entrepreneurs, justement pour trouver des moyens de produire de la valeur de façon alternative. C'est ça qui a poussé la mécanisation. Vous savez, à Rome ou à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, le progrès technique ne marchait pas au ralenti faute de connaissances scientifiques, mais on avait des esclaves. Donc, vous n'avez pas d'incitation à innover quand vous avez une main-d'œuvre corvéable à merci. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où les salaires réels stagnent depuis une vingtaine, trentaine d'années. Et donc dans ces conditions-là, il n'y a pas d'incitation pour l'entrepreneur à innover véritablement. Vous savez, la machine à vapeur de Watt, au début, c'était compliqué de l'intégrer dans la production. Donc il y a eu des tests. Bernard parlait d'expérimentation. L'expérimentation, historiquement, elle s'est faite sur des secteurs justement où les ressources énergétiques n'étaient pas très chères. Donc ça, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Et où le travail était coûteux. Donc c'est comme ça que la machine à vapeur s'est imposée typiquement. Le textile à l'époque. Eh ben, on est un petit peu dans cette situation aujourd'hui où il faut accepter justement de substituer il faut créer les conditions politiques, les conditions sociales pour qu'il soit soutenable à long terme de substituer la machine, le robot. Vous savez, en slave, rabot, c'est travailler. C'est un mot tchèque à la base. Donc, pour pouvoir se libérer à long terme du travail. Alors, ça pose plein d'autres questions parce que comment on va tirer son revenu, mais aussi comment on va s'occuper. Est-ce que ça va être la scolée, le loisir le loisir studieux des anciens. Voilà, il y a un vrai problème de société qui est posé par ça. Il faut que vous expliquiez un petit peu comment vous voyez les choses, justement. Parce que Bernard Stiegler avait l'air de dire, au contraire, non, qu'il y avait d'autres emplois, d'autres possibilités de travailler. Alors, il y a d'autres formes de travail. C'est pas uniquement de se retirer. Non, il s'agit pas du tout de, il s'agit pas de se mettre en toge. Non, il s'agit pas de commencer à se déguiser en toge et à philosopher. Encore que, ouais, ça pourquoi pas. Pas plus mal, hein. La grande table, 24 heures sur 24, ça serait voilà, écoutez, on pourra passer beaucoup de temps ici, ce sera très très bien. Vous êtes les bienvenus. Nous, on travaillerait quand même, dans ce coup-là. Ça veut pas dire que le travail disparaît en lui-même, parce qu'effectivement, par contre, il prend une nature de plus en plus intermittente. Alors ça, je coupe sous le pied de je coupe l'herbe sous le pied de Bernard, malheureusement, vous m'en excuserez. J'aime bien qu'on m'aide. Mais effectivement, il y a une nature plus intermittente et il y a aussi une autre idée qui consiste à reconnaître, à donner le rang, donner le statut de travail à tout un ensemble d'activités qui ne sont pas considérées comme telles aujourd'hui. Par exemple. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je citerai l'anthropologue David Graeber, demain, tous les éboueurs de la planète se mettent en grève, tous les gens décident que ça sert à rien d'éduquer ses gosses, la société s'effondre. Tous les avocats fiscalistes du monde arrêtent de bosser, le monde ne s'effondre pas. Donc aujourd'hui, on valorise socialement des activités, justement parce qu'on doit absolument conserver cette notion d'emploi, parce qu'on a basé tout notre modèle social là-dessus. On valorise des activités qui, dans certains cas, ne produisent pas de valeur sociale. Et alors, vous savez, c'est cette idée des jobs à la con, des bullshit jobs, c'est-à-dire que quand vous travaillez, vous avez l'impression que vous ne servez à rien. Je vais pas vous refaire tout le couplet sur la perte de sens au travail, mais c'est bien ça que ça manifeste. Alors qu'est-ce que vous valorisez? Parce qu'on voit bien ce que vous valorisez plus, mais qu'est-ce que vous valoriseriez comme activité? C'est là où il faut expérimenter, effectivement. C'est-à-dire que je pense que personnellement, j'ai eu des boulots à la con dans ma vie de jeune diplômé, où je passais ma journée à écrire du corporate bullshit sur des PowerPoint. C'était pas très intéressant. Tout ce que vous dites. C'était pas passionnant en soi. C'est bien que vous êtes à WeShare. Pourtant, j'avais fait des bonnes écoles, je fais partie d'une population qualifiée, mais mon boulot n'avait pas de valeur. Donc dans certains cas, je dois pouvoir, alors je ne citerai pas le candidat auquel je me réfère là, mais il y a plein de choses plus intéressantes à faire que le travail que je faisais. Lire un bouquin, aller se balader, réfléchir, méditer, apprendre une nouvelle activité, apprendre une nouvelle langue. Donc le travail, c'est pas le travail, on va pas arrêter, on va pas devenir des oisifs on va pas tous commencer à manger des chips sur notre canapé ou à se mettre en toge pour réfléchir sur des colonnades grecques. Par contre, le travail contraint, le travail subi, et qui n'apporte pas grand-chose ni à l'agent, à celui qui travaille, ni à la société, au travers des choix qu'on peut faire aujourd'hui, va sans doute
être appelés à disparaître, et c'est tant mieux. Bernard Stiegler, la sociologue Danielle Linhart, nous dit que la valeur travail n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui et qu'on a même presque un rapport narcissique au travail. On le sait depuis un moment qu'avoir un travail, c'est déjà avoir un revenu, un emploi. C'est avoir un travail-emploi, c'est d'avoir aussi un revenu et des moyens de subsister, mais c'est aussi avoir une utilité sociale aujourd'hui. Alors, dans cette crise du travail, finalement, à qui la faute et comment faire pour redonner au travail de la valeur ? Tout à l'heure, Arthur a employé un mot très important qui est le mot de prolétarisation. Les 47% d'emplois automatisables selon le MIT, ce sont des emplois prolétarisés, disais-je moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire prolétarisé? Ça veut pas dire pauvre. J'ai essayé de montrer qu'Alan Greenspan était prolétarisé, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il gagnait très très bien sa vie. La prolétarisation, c'est quand c'est plus vous qui décidez du système que vous servez, c'est vous servez le système justement, et c'est pas le système qui vous sert. C'est ça la prolétarisation. Alors vous me direz, il y a des métiers qui sont pas prolétarisables. Journaliste, par exemple, à France Culture. Au journal Le Monde, si, puisque on utilise maintenant des robots pour faire des articles, etc. Mais donc toute la question est là, et il faut un débat de fond là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le travail au sens fort, qui n'est pas réductible dans l'emploi? Il y a encore 53% d'emplois qui produisent du travail, donc qui sont pas automatisables d'après le MIT. C'est là où on produit la négantropie, justement, c'est-à-dire du savoir. Et ces questions, il faut les traiter très concrètement. C'est pour ça que moi je suis absolument contre les généralités, c'est pour ça que je pense qu'il faut des démarches expérimentales. Par exemple, à Plaine Commune, il y a des savoirs en mécanique. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas d'ateliers clandestins, enfin pas clandestins, mais disons économie informelle ou souterraine, comme on dit, des ateliers de rue, ou des gens qui savent très très bien faire de la mécanique. Il y a des tas de choses à faire avec eux. Il y a des métiers dans des cuisines alternatives qui sont de très très bonne qualité. Il y a aussi des nouveaux métiers de cobotiseurs qui, pour la grande industrie, vont être nécessaires, ou dans la construction, pour l'habitat contributif. Il y a énormément de choses à faire. Et il y a des ressources, à Plaine Commune, extraordinaires, en plus, dans ces domaines-là. Derrière cette question, il y a un marié, si je puis dire, deux traditions tout à fait opposées. Les interprétations de Karl Marx dans les Grundrisse, qui a anticipé toutes ces questions, dans ce petit texte que les marxistes n'ont quasiment jamais repris à leur compte, sauf les Italiens. Et d'autre part, Amartya Sen, qui, dans les années 70, a mis en évidence que les Bangladais avaient une capacité à supporter l'altérité et l'adversité extrême à cette époque, c'était la famine au Bangladesh, bien plus grande que les habitants de Harlem, malgré leur richesse qui était 100 fois plus grande. Pourquoi? Parce que les habitants d'Harlem étaient très prolétarisés, alors que les habitants du Bangladesh avaient maintenu leur savoir-vivre, leur savoir-faire et leur savoir intellectuel ou spirituel, appelez ça comme vous voulez. J'ai parlé de ça un jour avec Hassan Shrif, qui est un responsable d'une association qui essaye de faire de la réinsertion avec des gens de chômage de très longue durée. Il m'a dit, ça c'est formidable, à Saint-Denis on a Harlem et le Bangladesh. Et donc on va essayer de faire que les Bangladais rééduquent un petit peu les gens de Harlem qui sont à Saint-Denis. Il y a énormément de choses à faire, mais évidemment si on utilise les concepts classiques, emploi, croissance et tous ces machins-là, c'est même pas la peine d'y penser. Ça ne peut pas fonctionner. Après, je ne dis pas du tout qu'il faut pas protéger l'emploi. Hein. Au contraire, je pense qu'il faut absolument protéger l'emploi. Et l'emploi, y compris l'emploi prolétarisé, tant qu'on le peut. Parce que d'abord c'est une question de justice sociale et en plus il faut faire attention à pas insolvabiliser complètement les marchés. Donc dans tous les cas c'est une problématique de rationalité économique. Mais il faut raisonner sur deux temporalités à la fois. Merci beaucoup Bernard Stiegler, merci Arthur Degrave. À lire aussi la très intéressante enquête de Pierre Roche, le sociologue qui vient de paraître chez RS, La puissance d'agir au travail. Il est justement là-dessus question de cette idée aussi de confrontation des savoirs entre les chercheurs et les acteurs des différents mondes du travail aujourd'hui. Il en dit, la clinique est une critique de tout ce qui participe au déni de l'activité réelle, au déficit de la reconnaissance ou de la méconnaissance de la qualification des salariés. Voilà, merci beaucoup messieurs, merci Antoine Mercier et à toute l'équipe de la Grande Table. Aujourd'hui aux manettes Annabelle Brouard avec Élise Le, émission conçue et préparée par Claire Maillot et Clémence Marie, Henri Leblanc et Nicolas Dutemps, Coppelia Menardi et Andrea Kinepi. Rendez-vous à la page de la Grande Table si vous le souhaitez sur franceculture.fr pour y retrouver toutes les informations en lien avec l'émission, mais également nous écrire ou nous podcaster. À demain.